Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'examen clinique en pédiatrie. Donc au cours de ce TD, nous allons voir comment aborder un enfant et ses parents avec tact et compréhension. On verra également comment faire une anamnèse complète et bien sûr nous verrons comment effectuer l'examen chez l'enfant, l'examen clinique chez l'enfant, pour arriver à la fin à traduire par écrit cet examen dans un langage médical approprié. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe des particularités en pédiatrie. D'abord, les symptômes sont différents de ceux de l'adulte. Et puis, les jeunes enfants ont souvent peur de se laisser examiner. Donc, pour éviter cette situation, il faut parler gentiment à l'enfant. Il faut éviter toute situation pouvant nous mettre en conflit avec l'enfant, par exemple l'enlever des bras de sa mère. Donc il faut toujours, bon pas toujours, mais essayer de voir si l'enfant ne veut pas être retiré des bras de sa mère, donc il faut le laisser. Il faut essayer de détourner son attention par un jeu ou un objet. Il est important d'examiner tout le corps de l'enfant, donc demander à la mère de le déshabiller entièrement. Le déshabillement peut provoquer une situation de stress chez l'enfant, donc euh, il faut demander à la mère de le faire progressivement tout en le mettant en confiance. Certains enfants redoutent de se coucher sur le dos, donc sur une table d'examen. Euh, on est amené à les examiner dans les bras de leur mère. Pour le déroulement de l'examen, donc l'ordre est différent à suivre chez l'enfant, donc il n'est pas comme celui de l'adulte. Il faut toujours commencer par faire ce qui ne cause ni peur ni douleur chez l'enfant, et puis réserver la partie douloureuse pour la fin. Généralement, quand l'enfant a mal quelque part, on essaye d'éviter d'examiner d'emblée cette partie. Donc commencez d'abord par la partie la moins douloureuse, qui ne fait pas mal, qui ne fait pas peur. Également, il y a des parties où l'enfant de son corps, où il ne veut, l'enfant refuse de se laisser examiner, comme par exemple la gorge. Donc il faut laisser, généralement on laisse l'examen de la gorge en dernier, pour éviter que l'enfant ne panique ou ne stresse pendant l'examen, pour qu'il se laisse examiner facilement. Donc avant de faire l'examen clinique proprement dit, l'examen physique, donc l'anamnèse, elle est importante à réaliser, à faire. Donc c'est pratiquement la moitié de notre examen. Donc l'anamnèse se fait ou l'interrogatoire se fait avec les parents. Généralement, c'est la mère. La plupart du temps, c'est la mère. Donc, on précisera le, le déroulement de la grossesse, de sa grossesse de l'enfant, de notre enfant, bien sûr. Comment s'est déroulée cette grossesse, le terme de la grossesse, est-ce qu'il y a eu des incidents pendant la grossesse, des pathologies que la mère a contractées pendant la grossesse. On précisera également les circonstances de l'accouchement, où s'était effectué l'accouchement, euh, est-ce que l'accouchement était à terme ou pas, par voie haute ou par voie basse, et préciser également les indications de la voie haute si elle y était. On demandera également l'état de l'enfant à la naissance, qui était apprécié par l'ABGAR à la troisième, cinquième et 10e minute. On recherchera le poids de naissance de l'enfant, sa taille, son périmètre crânien, sa coloration, son adaptation à la vie extra-utérine, c'est-à-dire qu'on demandera à la mère s'il avait crié immédiatement ou pas, s'il avait été manipulé après l'accouchement ou réanimé, si l'accouchement s'était déroulé dans des circonstances traumatiques, s'il y a eu utilisation de forceps ou autre instrumentation
pour faciliter l'accouchement et on demandera s'il y avait des malformations éventuellement visibles à l'examen clinique juste après l'accouchement. Normalement et généralement, on trouve ces informations sur le carnet de santé. Donc, lors de l'interrogatoire, on demandera toujours de la mère le carnet de santé de l'enfant. On précisera après le déroulement de la période néonatale si c'était une période calme, c'est-à-dire le premier mois de vie de l'enfant, si c'était calme ou si elle avait été interférée par des événements pathologiques, par exemple une hospitalisation, la survenue d'une affection quelconque ou d'un ictère ou autres symptômes. On précisera également la vaccination, le statut vaccinal de l'enfant, selon le calendrier national bien sûr. Ce statut, on le trouve sur le carnet de santé de l'enfant, mais on demande quand même à la mère les différents vaccins qu'elle a effectués chez son enfant. On demandera à la mère si l'enfant a reçu la vitamine D au premier ou au sixième mois, entrant dans le cadre de la prophylaxie antirachitique. Et puis, on précisera le mode d'alimentation de l'enfant, à quel moment l'alimentation ou la diversification alimentaire a été introduite, quel type d'aliments, est-ce qu'il y a eu une tolérance ou pas par rapport à cette diversification. Mais avant de parler de la diversification, on demandera à la mère si l'enfant a reçu un allaitement artificiel ou allaitement euh, maternelle pendant, c'est-à-dire la période avant la diversification. Donc on demandera à la mère si elle a donné un tété au biberon ou au sein, quel était le nombre de tétés ou de biberons par jour et les quantités. Toujours dans l'anamnèse, on précisera l'âge des acquisitions psychomotrices, euh, c'est-à-dire l'âge de la tenue de la tête, de la station assise, avec ou sans appui, de la station debout, de l'appréhension, de la marche, le premier sourire, les premières syllabes, les premiers mots. Donc tout ceci pour évaluer le développement psychomoteur de l'enfant. Donc après le développement psychomoteur, on recherchera d'éventuelles pathologies antérieures que l'enfant a pu avoir, pathologie virale ou autre, et bien sûr pathologie ayant pu faire hospitaliser l'enfant, quelle était cette pathologie, l'âge à laquelle il a eu et la durée d'hospitalisation. Ceci était, bon, on a parlé des antécédents personnels de l'enfant. On précisera ensuite les antécédents familiaux, c'est-à-dire l'âge et l'état de santé du père et de la mère, l'existence ou pas de consanguinité entre les parents. On précisera le nombre de la fratrie, le rang de notre enfant par rapport à sa fratrie et l'existence ou pas de pathologie dans la fratrie. On terminera notre interrogatoire par l'évaluation des conditions socio-économiques des parents. Ensuite, on passera après l'interrogatoire, on passe à l'examen clinique proprement dit. Donc on commence par prendre le poids, la taille, le PC et le PB de l'enfant. PC c'est-à-dire périmètre crânien, PB périmètre brachial. Donc ensuite on utilisera ces biométries pour évaluer les indices anthropométriques, c'est-à-dire calculer les rapports poids pour l'âge, taille pour l'âge, poids pour la taille, PB sur PC. Pour le poids, pour l'âge, donc c'est le poids de l'enfant sur le poids d'un enfant normal du même âge.
La taille, c'est la même chose. La taille de l'enfant sur la taille d'un enfant du même âge, normal bien sûr. Le poids pour la taille, c'est le poids de l'enfant sur le poids d'un enfant de la même taille que notre enfant, notre patient. PB sur PC, c'est le périmètre brachial sur le périmètre crânien. Le périmètre brachial, il est pris au niveau de la moitié du bras. Donc, on prend le périmètre et on calcule le rapport PB sur PC. Et on le fait chez les enfants de moins de 4 ans. Tous ces indices anthropométriques servent à évaluer le statut nutritionnel de l'enfant. Pour l'examen de l'état général toujours, donc on prend la température de l'enfant. Elle est soit rectale, soit axillaire. Quand elle est axillaire, on ajoute 0,5 degrés. La tension artérielle, il faut toujours utiliser un brassard adapté, ni trop grand ni trop petit. Donc un brassard qui prenne les 2 tiers supérieurs du bras. On évalue également le pouls, la fréquence respiratoire et le TRC, c'est-à-dire le temps de recoloration cutanée. Donc, il se fait en appuyant doucement sur une partie du corps, donc en calculant le temps que prend la peau pour se recolorer. En temps normal, il est inférieur à 3 secondes. Quand il est supérieur à 3 secondes, il témoigne de troubles hémodynamiques. On appréciera également au début de l'examen clinique la conscience de l'enfant, c'est-à-dire est-ce que l'enfant est conscient ou pas, est-ce qu'il est obnubilé, est-ce qu'il y a une perte carrément de connaissance, ceci en le stimulant. On appréciera sa respiration, sa coloration, l'existence ou pas d'une cyanose, d'une pâleur, l'état d'hydratation de l'enfant, et puis on recherchera des malformations ou des déformations visibles. On recherchera également si la diurèse de l'enfant est conservée ou pas, ceci pouvant entrer dans le cadre soit de, de, de l'état d'hydratation de l'enfant ou d'un autre état plus grave, par exemple un état de choc où on trouverait peut-être une anurie témoignant de cet état. On passe à l'examen de la tête et du cou. Donc on commence par l'examen du crâne. Donc on appréciera le crâne, l'existence ou pas de déformation crânienne. On va palper les différentes sutures du crâne et les fontanelles. D'abord la fontanelle antérieure. Donc la palpation des fontanelles se fait sur un nourrisson qui est en position assise et calme, qui ne crie pas. Donc la fontanelle doit être battante, non tendue. Donc s'il y a un bombement de la fontanelle ou une tension, ceci témoigne d'une hypertension intracrânienne. Donc on appréciera, je l'ai dit, les sutures. Et la fontanelle antérieure, normalement, elle se ferme entre 18 jusqu'à 18 ou 18 mois jusqu'à 2 ans. On palpera également la fontanelle postérieure qui peut ne pas être palpée ou juste appréciée à la pulpe du doigt. On appréciera l'état des yeux, bien sûr. On recherchera un hypertélorisme ou un hypotaylorisme, un épicanthus. Le nez doit être également examiné. On pourrait rechercher une encelure nasale. L'implantation des oreilles est également à apprécier. On peut avoir des oreilles bas implantées. Et puis le cou, on peut avoir un cou court ou un cou palmé qui pourrait témoigner d'un syndrome comme le syndrome de Noonan ou le syndrome de Turner. Ensuite, on examinera la denture et la gorge, bien sûr. Après l'examen du cou, donc l'examen de la peau et des fanères. Donc
l'examen de la peau est important chez l'enfant parce que la plupart des viroses euh, se, se- se manifestent par des éruptions cutanées chez l'enfant. Donc, qu'elles soient, bon, ces infections bien sûr virales, bactériennes ou parasitaires, on appréciera l'état des cheveux des enfants, de l'enfant, et l'état de ses ongles, pouvant, bon, pour les ongles, on pourrait rechercher toujours des mycoses ou une atteinte mycosique ou bien même l'état de ses ongles ou de ses cheveux pourrait témoigner d'une carence, carence nutritionnelle. L'état des cheveux, les alopécies peuvent également témoigner de carence ou d'atteinte mycosique ou parasitaire. Donc, le- le- l'état des fanères et de la peau est important à apprécier. Donc, après la, la peau et les fanères, donc l'examen du thorax, donc il faut examiner attentivement la respiration de l'enfant. C'est pour cela que tout à l'heure nous avions dit que l'ordre de l'examen de l'enfant n'est pas le même que celui de l'adulte. Donc on pourrait, avant d'avoir fait ce qu'on avait cité auparavant, d'abord apprécier la respiration de l'enfant avant de l'avoir touché. Parce que avant d'avoir touché l'enfant, il est toujours au calme, il n'a pas encore été stimulé, donc on peut au moins apprécier l'état de sa respiration et évaluer sa fréquence respiratoire. Bon, pour les normes de la fréquence respiratoire, elle ne devrait pas dépasser les 60 cycles par minute chez le nouveau-né. Chez l'enfant jusqu'à un an, elle ne dépasse pas les 30 cycles par minute. Et puis plus l'enfant grandit, plus la fréquence respiratoire diminue progressivement. On recherchera également l'existence ou pas de signes de détresse respiratoire, à savoir le tirage, le tirage susternal et le tirage intercostal et sous-costal, et puis le battement des ailes du nez, ce qui se manifeste par un enfoncement ou une dilatation des ailes à chaque respiration. À l'examen du thorax, donc on recherchera une kyphose euh, ou une scoliose, donc ou une kyphoscoliose, c'est-à-dire les deux à la fois. On appréciera le- l'état du thorax ou les déformations thoraciques, l'existence ou pas de déformation thoracique, type thorax en entonnoir, c'est-à-dire un thorax enfoncé, ou un thorax en carène, c'est-à-dire un thorax proéminent. Donc, on complétera également par la recherche d'un hippocratisme digital, d'une cyanose qui pourrait témoigner ou qui peuvent témoigner d'un état d'insuffisance respiratoire chronique. Donc tout ceci se fait au cours de l'inspection disons. Ensuite, on va palper ce thorax et localiser le choc de pointe, apprécier sa qualité. On recherchera un frémissement pouvant témoigner de l'organicité d'un souffle et on appréciera la palpation du thorax, les vibrations vocales. À la percussion, on appréciera la sonorité pulmonaire, la matité cardiaque et la matité hépatique. Ensuite, on auscultera les différents foyers cardiaques, savoir le foyer mitral, aortique, tricuspide. Ceci en respectant les positions que doit prendre l'enfant pour chaque foyer, bien sûr. Elles sont identiques à celles de l'adulte. Et on recherchera, bien sûr, on appréciera le murmure vésiculaire. Bien sûr, ceci se faisant, on recherchera en plus les bruits du cœur surajoutés, les arythmies cardiaques, les souffles qui peuvent exister lors de l'auscultation cardiaque et les râles ou les râles au niveau pulmonaire.
Donc, après le thorax, donc on passe à l'examen de l'abdomen. Donc, d'abord à l'inspection, on recherchera un ballonnement abdominal ou carrément un ventre plat, ou bien on recherchera des ondes péristaltiques. On appréciera la mobilité de l'abdomen avec la respiration. Et à la palpation superficielle, on recherchera une contracture abdominale localisée ou généralisée. Ensuite, on passera à la palpation profonde, euh, toute douce, qui serait douce, non douloureuse, c'est-à-dire qu'on évitera toujours par commencer à palper la région douloureuse, on l'a dit tout à l'heure, et on appréciera l'état du foie, c'est-à-dire rechercher le débord hépatique, ou s'il y a un débord, il faut apprécier, ou s'il y a carrément une hépatomégalie ou une splénomégalie, apprécier les caractéristiques de cette hépato- ou splénomégalie. Puis calquer, mettre un calque et dessiner l'organe euh, hypertrophié. Pour la palpation de l'abdomen, on recherchera également une masse, une masse et puis on appréciera ses caractéristiques, ses contours, sa mobilité, ses rapports avec le plan profond. On palpera également les points hernières, la région lombaire, à la recherche d'un contact lombaire, et on examinera bien sûr les organes génitaux externes. On terminera l'examen de la palpation de cet abdomen par un toucher rectal. L'abdomen, dans l'abdomen, on peut toujours l'ausculter à la recherche d'un souffle para-ombilical pouvant témoigner d'une sténose de l'artère rénale. À l'auscultation, on peut également apprécier les bruits hydroaériques. Et puis, on passera à la percussion pour apprécier un tympanisme ou un météorisme. La percussion, on pourra apprécier également la matité hépatique et calculer la flèche hépatique. Et puis, il existe une acide, on pourra toujours l'apprécier par la percussion. Bien sûr, pour ne pas oublier les aires ganglionnaires, au moment d'apprécier la rate, on peut toujours rechercher ou compléter par l'examen des aires ganglionnaires à la recherche d'adénopathie. Bien sûr, la rate fait partie du système lymphatique, donc euh, quand on apprécie la rate, on palpe les autres aires ganglionnaires de l'enfant. Donc on passe à l'examen des membres. Donc on évalue la symétrie des membres, longueur et épaisseur, et puis rechercher une hémi-hypertrophie corporelle, une part, la moitié du corps, c'est-à-dire en sagittal, si une partie est plus hypertrophiée que l'autre. Il y a des syndromes chez l'enfant qui peuvent se manifester par cette hémi-hypertrophie. On recherchera au niveau des membres l'existence d'œdèmes. On appréciera ces œdèmes et leurs caractéristiques, c'est-à-dire s'ils sont blancs ou mous ou s'ils gardent le godet ou pas. On appréciera également la mobilité des membres et la mobilité articulaire. Est-ce que les articulations sont douloureuses? Est-ce qu'elles sont mobiles? Est-ce qu'il n'y a pas une arthrogrypose? Est-ce qu'il n'y a pas des signes inflammatoires locaux au niveau des articulations? Est-ce que juste la palpation, fait que ces articulations soient douloureuses ou est-ce que c'est la mobilisation? Donc il faut toujours apprécier toutes les articulations une par une chez l'enfant. Et puis il faut palper tous les pouls de l'enfant parce que la recherche de pouls, le nourrisson ou l'enfant, les pouls, l'existence ou l'abolition de certains pouls peuvent
témoigner de pathologies cardiaques diverses ou de malformations cardiaques. Et puis on appréciera la sensibilité des os et des articulations, on l'a dit déjà au moment de l'examen des articulations. Après l'examen des membres, donc on passe à l'examen neurologique, qui est l'examen peut-être qui paraît être l'examen le plus compliqué. Donc on recherchera d'abord les signes méningés, type raideur de la nuque chez l'enfant, les deux signes, signes de Brudzinski, le signe de Koenig. On appréciera la motricité des membres, donc la force musculaire. Donc on testera les différents groupes musculaires. Donc l'examen neurologique se fait à peu près comme chez l'adulte. Donc on appréciera également le tonus musculaire actif et passif, les réflexes ostéotendineux, le réflexe cutané et la sensibilité. Donc on appréciera la sensibilité superficielle et profonde, ainsi que la coordination de l'enfant. Et puis les fonctions supérieures. Généralement, ces examens relèvent d'un examen spécialisé. Bon, mais en tant que pédiatre, c'est-à-dire examen pédiatrique, donc on peut toujours rechercher des signes qui pourraient nous orienter vers des atteintes neurologiques qui seront complétées par un examen plus spécialisé avec un neuropédiatre qui a l'habitude de faire l'examen clinique de l'enfant. Donc nous, en tant que pédiatre, c'est-à-dire non spécialisé en neurologie, on peut toujours, c'est-à-dire on se doit de détecter ou de rechercher les quelques petits signes qui pourraient nous orienter vers une atteinte neurologique, surtout par rapport au testing des forces musculaires, et puis les réflexes les signes méningés qui pourraient entrer dans le cadre de syndrome méningé ou de méningite carrément. Donc il ne faut pas omettre d'apprécier ou qu'il ne faut pas passer à côté. Donc à la fin de cet examen, donc nous allons, c'est-à-dire vous aurez terminé votre examen clinique et vous aurez fait une synthèse anamnestique et physique de votre examen et euh, le- le- euh, vous allez rédiger tout ceci sur un dossier euh, que vous allez ensuite que vous allez exploiter pour avoir une orientation diagnostique. Et je vous remercie.